Les anciens Égyptiens ont laissé un vaste héritage culturel, comprenant les pyramides et le Sphinx d'Égypte. Cependant, pendant longtemps, ces structures ont gardé leurs secrets, et les chercheurs ne pouvaient que spéculer avec des théories discutables. Pour percer ces mystères, le podcasteur populaire Joe Rogan a invité des invités à révéler des secrets sur le Sphinx égyptien. Que cachent ces énormes structures et quel est réellement leur âge? Dans cette vidéo, nous suivrons Joe Rogan et explorerons des faits glaçants à propos du Sphinx égyptien. Vous avez peut-être entendu qu'en 2021, après des années de reconstruction, l'Égypte a inauguré avec cérémonie l'ancienne avenue des Sphinx. Il y a plus de 1000 statues de ces créatures mythiques. L'avenue ancienne, longue de près de 3 km et large d'environ 75 mètres, était autrefois appelée le chemin des dieux. Elle reliait le temple de Luxor au temple de Karnak, situé plus au nord sur le Nil. Zahi Hawass, archéologue égyptien, a participé à la restauration de l'avenue des Sphinx de 2005 à 2011. Luxor est souvent qualifié de plus grand musée à ciel ouvert, le plus grand monument archéologique du monde, illustrant l'histoire de l'Égypte depuis le XXe siècle avant notre ère, connu sous le nom de 11e dynastie, jusqu'à l'époque romaine. Cependant, un autre sphinx suscite bien plus d'attention, le grand sphinx sur la rive ouest du Nil à Gizeh. Si vous connaissez bien Joe Rogan, vous conviendrez qu'il n'hésite pas à recevoir des invités aux opinions divergentes du courant dominant. Ainsi, il a invité le professeur Robert Schoch pour discuter de l'origine et de l'âge du grand sphinx. L'expert égyptologue a présenté des preuves que le sphinx de Gizeh est beaucoup plus ancien qu'on ne le croyait auparavant, bien que toute la communauté scientifique ne soit pas nécessairement d'accord. Mais quel est l'avis de la communauté scientifique sur cette structure ancienne? Le sphinx est une créature zoomorphe que l'on retrouve dans la mythologie de diverses cultures. Dans l'art de l'Égypte ancienne, il était souvent représenté comme un animal avec un corps de lion et une tête humaine, généralement d'un individu de haut rang, comme un pharaon. En Égypte antique, le sphinx servait de gardien spirituel et était souvent représenté par un homme portant la coiffe du pharaon, semblable au grand sphinx. Des figures de ces créatures étaient souvent représentées et placées dans des tombes et des complexes de temples. Les sphinx égyptiens ont migré vers l'Asie et la Grèce autour des 15e et 16e siècles avant notre ère. Le sphinx asiatique, contrairement au modèle égyptien, avait de magnifiques ailes d'aigle et était souvent représenté sous une forme féminine. Il serait représenté accroupi avec une patte levée. Dans la mythologie grecque, le sphinx mythique avait aussi des ailes et une queue de serpent. Les légendes le décrivent comme un gardien qui dévorait les voyageurs incapables de résoudre ces énigmes. Le nom donné par les anciens Égyptiens au grand sphinx à son apogée reste inconnu, puisque le mot sphinx est mentionné pour la première fois dans la mythologie grecque, environ 2000 ans après la construction de la statue. On ignore également comment les anciens Égyptiens considéraient la grande statue. Cependant, à la fin de l'Ancien Empire, elle a progressivement disparu dans le désert et a été négligée pendant des siècles. Les inscriptions sur la dalle de granit rose entre les pattes du grand sphinx racontent l'histoire du sauvetage de la statue des sables du temps. Selon la légende, le prince Thoutmôsis, fils d'Amenhotep II, s'est endormi près du sphinx. Dans son rêve, la statue, se nommant Harmankis, se plaignit de son état lamentable et passa un accord avec le jeune prince. S'il aidait la statue à devenir pharaon, cela l'aiderait en retour à devenir pharaon. Le prince, devenu le pharaon Thoutmôsis IV, a introduit le culte du sphinx parmi son peuple. Des statues, des peintures et des bas-reliefs de la figure sont apparus à travers le pays. Et le sphinx est devenu un symbole de pouvoir royal et de force solaire. Cependant, les efforts de Thoutmôsis furent insuffisants pour sauver le sphinx, qui fut de nouveau oublié. Son corps et son visage ont subi l'érosion et le passage du temps.
Bien que certaines histoires prétendent que les troupes de Napoléon ont tiré sur le nez de la statue lors de leur arrivée en Égypte en 1798, des dessins du XVIIIe siècle suggèrent que le nez était déjà manquant bien avant cela. Il est plus probable qu'il ait été détruit intentionnellement par un soufi musulman au XVe siècle, en signe de protestation contre l'idolâtrie. Certaines parties de l'emblème du cobra royal sur la coiffe du sphinx et la barbe sacrée ont également subi des dommages, cette dernière étant actuellement exposée au British Museum. En réalité, le sphinx était enseveli dans le sable jusqu'aux épaules jusqu'au début des années 1800. À l'époque, un aventurier génois nommé Giovanni Battista Caviglia a essayé d'excaver la statue avec une équipe de 160 personnes, mais sans succès. Plus tard, Auguste Mariette, un archéologue français, a entrepris de déblayer une partie du sable entourant la sculpture. Il fut suivi par l'archéologue français Émile Barrez, qui mena une autre importante excavation. Cependant, ce n'est que vers la fin des années 1930 que l'archéologue égyptien Selim Hassan libéra enfin la créature de son tombeau de sable. Aujourd'hui, le sphinx continue de se détériorer à cause du vent, de l'humidité et de la pollution. Les travaux de restauration sont en cours depuis le milieu du XXe siècle, certains ayant échoué, causant finalement plus de dommages au sphinx. Il ne fait désormais aucun doute que le grand sphinx est très ancien, un point sur lequel même Robert Schoch est d'accord. La seule question discutable est l'âge de la statue. La théorie la plus répandue et acceptée concernant le grand sphinx suggère qu'il a été érigé par le pharaon Khéphren, qui a régné environ de 2547 à 2521 avant notre ère. Dans les inscriptions hiéroglyphiques, on pense que le père de Khafre, le pharaon Khéops, a construit la grande pyramide, la plus ancienne et la plus grande des 3 pyramides de Gizeh. Lorsque Khafre est devenu pharaon, il a ordonné la construction de sa propre pyramide à côté de celle de son père. Bien que la pyramide de Khéphren soit 3 mètres plus basse que la grande pyramide, elle était entourée de plus de complexes comprenant le grand sphinx et d'autres statues. Une légère quantité de pigments rouges sur le visage du sphinx suggère que la statue pouvait être peinte. Compte tenu de la structure des pyramides et du sphinx, certains chercheurs pensent que le grand sphinx et le complexe du temple auraient pu avoir une fonction céleste, c'est-à-dire la résurrection de l'âme du pharaon par l'alignement des forces solaires et divines sur Khafre. Il existe d'autres preuves liant le grand sphinx au pharaon Khafre et à son complexe de temple. Premièrement, la tête et le visage du sphinx ressemblent fortement à une statue grandeur nature de Khafre, que Auguste Mariette a découverte dans un temple de la vallée proche, au milieu des années 1800. On a également trouvé des vestiges d'une route processionnelle qui reliait ce temple de la vallée au temple funéraire près de la pyramide de Khafre. De plus, dans les années 1980, des chercheurs ont affirmé que les blocs de calcaire utilisés dans les murs du temple du Sphinx provenaient de la carrière entourant la grande statue. Cela suggère que les ouvriers ont transporté les blocs de la carrière vers le temple du Sphinx lorsqu'ils étaient extraits du grand Sphinx pendant sa construction. Les chercheurs ont estimé qu'il aurait fallu 3 ans à 100 personnes pour tailler le grand Sphinx dans un seul bloc de calcaire. Cependant, au fil du temps, de nombreuses autres théories sur l'origine du grand Sphinx ont été proposées, dont la plupart ont été réfutées par les principaux égyptologues. Des théories suggèrent que le visage du Sphinx ressemblait à Khufu, qui l'aurait donc construit. Néanmoins, certains pensent qu'il représente le pharaon Djedefre, demi-frère aîné de Khafre et autre fils de Khufu, qui aurait érigé la statue en mémoire de son père. D'autres théories suggèrent que la statue pourrait représenter Amenemhat II, en se basant sur le style des rayures présentes sur la coiffe du Sphinx. Cependant, Robert Schoch n'est pas d'accord avec tout cela. Dans les années 1990,
il a secoué le monde en affirmant que le Sphinx est plusieurs millénaires plus ancien qu'on ne le pensait. Le professeur Robert Schoch est enseignant au Collège des études générales de l'Université de Boston. En 1983, il obtient son doctorat en géologie et géophysique à l'Université de Yale. En 2014, le professeur Schoch a reçu le titre de professeur honoraire à l'Académie navale Nicolas Vapsadov de Varna, Bulgarie, en reconnaissance de ses travaux sur les civilisations anciennes. Puis, en 2017, il a été nommé directeur de l'Institut pour l'étude des origines de la civilisation à l'Université de Boston. Les recherches récentes de Schoch portent sur les cataclysmes ayant mis fin à l'époque précédente de la Terre vers 9700 avant notre ère, entraînant simultanément la disparition des civilisations avancées de l'époque. L'ensemble des preuves recueillies dans divers domaines de connaissances présentées dans son livre « Civilisation oubliée » indique que des éruptions solaires puissantes ont causé ces cataclysmes. Robert Schoch a voyagé pour la première fois en Égypte avec John Anthony West en 1990 dans le but unique d'étudier le Grand Sphinx sous un angle géologique. Au début, il pensait que les égyptologues avaient raison dans leur datation, mais a rapidement découvert que les résultats géologiques contredisaient leurs affirmations. Il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre que quelque chose n'allait pas. Il lui suffisait de regarder le Sphinx. Il est important de noter que son choc venait de sa détermination à prouver que la théorie de West sur la date d'apparition du Sphinx à Gizeh était fausse. Cette découverte a été faite il y a un demi-siècle par un scientifique français peu connu nommé René Schwaller de Lubitsch. Schwaller a étudié le temple égyptien de Luxor entre 1937 et 1952. Les mesures qu'il a effectuées ainsi que ses observations détaillées des ruines ont révélé des relations géométriques jusqu'alors inconnues, qui ont ensuite été confirmées par des archéologues français. Gizeh. Schwaller a découvert des relations similaires dans d'autres lieux également. En 1949, il a présenté ses conclusions. Et en 1957, il a proposé un rapport plus détaillé. Le critique du Journal of Near Eastern Studies a exhorté ses collègues à prendre au sérieux le travail de Schwaller, car il remet en question la notion d'un manque de compétences mathématiques en Égypte et propose un nouvel éclairage sur les croyances religieuses égyptiennes. Cependant, le travail de Schwaller a également suscité de nombreuses controverses. Schwaller a découvert une anomalie physique particulière au sein du complexe des pyramides de Gizeh. Il a remarqué que l'érosion sur le Sphinx était très différente de celle sur les autres structures. Schwaller a ensuite émis l'hypothèse que l'érosion du Sphinx était causée par l'eau et non par le sable transporté par le vent. À cette époque, personne n'en comprenait les implications, et cela est resté pratiquement inaperçu jusqu'aux années 1970 lorsque l'égyptologue indépendant John Anthony West a soulevé la question. West a comparé l'érosion du Sphinx, des temples et des murs du complexe avec celle d'autres structures sur le plateau de Gizeh. Les pierres du Sphinx et ses murs environnants étaient fortement érodés, leur donnant une apparence usée. Les bords étaient arrondis et de profondes fissures étaient visibles. Sur les surfaces d'autres structures du plateau, seules des traces plus nettes de l'érosion du vent et du sable étaient évidentes. L'Égypte a connu des millénaires de précipitations abondantes, marquant le passage post-glaciaire vers la zone climatique tempérée au nord. Cette période a duré d'environ 10 000 à 5 000 avant notre ère, et à sa fin, le Sahara est passé de savane verte à désert. Puis, vers 4 000 à 3 000 avant notre ère, une période plus courte mais plus intense de précipitation s'est produite, qui a cessé au milieu du 3e millénaire avant notre ère. West a proposé que les motifs d'érosion distinctifs du complexe du Sphinx étaient causés par des inondations post-glaciaires, ce qui suggère que le Sphinx a été sculpté pendant ou même avant cette période. Cependant, les archéologues officiels ont catégoriquement rejeté la théorie de West. Néanmoins, West a réussi à convaincre Schoch d'enquêter sur cette question en 1990, et ils se sont retrouvés à Gizeh en juin de la même année. Schoch a découvert des dommages d'érosion importants sur le corps du Sphinx.
des dépressions formées après que le corps du sphinx ait été taillé dans le substrat rocheux. Cela l'a conduit à conclure que la seule cause possible était la pluie et le ruissellement des eaux. Il a également noté que le sphinx est situé à la lisière du désert du Sahara, une région relativement aride depuis 5000 ans. De plus, plusieurs structures datant de manière fiable de l'ancien empire égyptien montrent seulement une érosion par le vent et le sable, distincte de l'érosion par l'eau. Schoch a conclu que les parties les plus anciennes du Grand Sphinx, connues sous le nom de corps central, doivent remonter à une période antérieure, au moins 5000 ans avant notre ère. Cependant, il est également possible qu'il remonte à la fin de la dernière ère glaciaire, vers 10 000 avant notre ère, lorsque le climat était très différent et accompagné de fortes précipitations. Les gens se posent des questions. Ils demandent « N'est-ce pas une montée des inondations du Nil ?» Non. Géologiquement, cela montrerait un motif très différent sur la roche. Ce n'est pas une inondation provenant du bas. Il s'agit de précipitations et de pluie venant du haut, a expliqué Robert Schoch. Beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec l'idée que le Grand Sphinx puisse être si ancien, car sa tête appartient clairement à l'époque des dynasties égyptiennes, qui ont commencé au plus tôt vers 3000 avant notre ère. Cependant, en examinant de plus près, on peut observer que la tête est disproportionnée par rapport au corps. Schoch affirme que la tête actuelle n'est pas celle d'origine. La tête originale aurait été altérée par les conditions météorologiques et l'érosion. Plus tard, sous les dynasties égyptiennes, il a été retaillé, ce qui a naturellement réduit sa taille. En réalité, il est même possible que le sphinx n'était pas à l'origine un sphinx. Cela pourrait être un lion, mais selon les dernières données, c'était une lionne. Pour approfondir la théorie, Schoch a mené des études sismiques autour de la base de la statue pour mesurer la profondeur de l'altération souterraine. Son équipe a utilisé un marteau pour frapper une plaque d'acier, générant des ondes sonores qui ont pénétré la roche, se sont réfléchies et sont revenues à la surface. Ces informations ont révélé les propriétés de la couche de calcaire souterraine. En analysant les données, Schoch a découvert que la profondeur exceptionnelle de l'altération souterraine confirmait sa conclusion selon laquelle le corps du sphinx a été construit vers 3000 ans avant notre ère, ou même plus tôt. Pendant les investigations sismiques, l'équipe a également découvert autre chose, une cavité ou une chambre sous la patte gauche du sphinx. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une salle d'archives. Les chercheurs ont également découvert plusieurs petites cavités sous et autour du sphinx. Les données obtenues suggèrent qu'un tunnel pourrait s'étendre sur toute la longueur du corps du sphinx. Lorsque Schoch a proposé initialement que le Grand Sphinx était bien plus ancien qu'on ne le pensait, les égyptologues l'ont contesté, exigeant des preuves d'une civilisation antérieure capable de construire le sphinx. Ils étaient convaincus qu'aucune culture ou civilisation avancée n'existait avant 3000 ou 4000 avant notre ère. Cependant, même à Göbekli Tepe en Turquie, un complexe de temples vieux de 12 000 ans, il n'existe aucune preuve d'une civilisation avancée. Mais pourquoi ces premiers éclats de civilisation et de haute culture ont disparu pour réapparaître des milliers d'années plus tard, reste un grand mystère. En octobre 1991, Shore et West ont décidé de présenter leurs résultats de recherche à Gizeh à la Société géologique d'Amérique, et la réaction reçue a été inspirante. Plusieurs centaines de géologues ont approuvé la logique de leurs arguments, et plusieurs dizaines ont offert leur aide pratique et leurs conseils pour la recherche future. Cependant, d'autres géologues ont exprimé des doutes lors d'interviews dans les journaux et dans des correspondances privées. Un individu s'est interrogé sur la correspondance des données de réfraction sismique avec les variations naturelles au sein de la couche rocheuse. En effet, le profil sismique ne correspondait pas à l'inclinaison naturelle de la roche. Un autre géologue a émis l'hypothèse que le sphinx dans son ensemble, et pas seulement sa tête, était une saillie rocheuse naturelle. Un des arguments critiques contre la théorie de Schoch est qu'il n'est pas nécessaire de remonter jusqu'à la dernière période glaciaire pour expliquer les dommages causés par l'eau à Gizeh. Au cours de l'histoire,
la région du Nil a connu plusieurs épisodes de fortes pluies et d'inondations importantes. W.F. Homi, directeur du service géologique de l'Égypte à l'époque, a décrit dans son livre « Géologie de l'Égypte », publié en 1925, la destruction et l'érosion causées par ces tempêtes. Il a écrit « Il ne faut pas oublier que les pluies dans le désert entraînent des inondations. Une grande quantité d'eau, souvent, ne peut pas être gérée par les voies existantes et, par conséquent, elle trouve de nouveaux chemins en suivant les lignes de moindre résistance. Des canaux profonds traversent les lits plus meubles. » De plus, Zahi Hawass, directeur du département des Antiquités de Gizeh, constate quotidiennement les mêmes motifs d'érosion dont parle Schoch. De grandes couches se forment continuellement sur certaines parties de la surface du Sphinx, au grand désarroi des archéologues et conservateurs qui n'ont pas encore atteint un consensus sur leur cause et comment les traiter. Cependant, ils s'accordent sur un point. L'érosion n'est clairement pas causée par la pluie. En lien avec la fonte des glaciers de l'ère glaciaire, comme le prétend Schoch. Le vent, l'eau, l'érosion, le sable et la cristallisation des sels, naturellement présents dans le calcaire après leur dissolution avec la rosée du matin, sont tous des mécanismes possibles. Les mégalithes du temple dans la vallée montrent aussi exactement le même type d'érosion par l'eau que l'on voit sur le Sphinx lui-même. Curieusement, les blocs de granit restants sont travaillés de telle manière que leurs surfaces internes reproduisent exactement la forme des blocs de calcaire porteurs, déjà considérablement érodés à ce moment-là. Étant donné que le revêtement en granit ressemble à d'autres structures architecturales égyptiennes de l'Ancien Empire, cela peut être considéré comme une preuve supplémentaire soutenant l'hypothèse que la structure fortement érodée a été restaurée et rénovée par les pharaons de l'Ancien Empire. D'après les informations fournies, la séquence d'événements suivante peut être formulée selon la théorie de Robert Schoch. Il y a environ 12 500 ans, des architectes inconnus ont construit le complexe des pyramides, intégrant l'alignement de 3 planètes du système solaire dans sa disposition et orientant la statue du Sphinx pour représenter une date précise. Au fil du temps, les pyramides ont commencé à se détériorer, mais le Sphinx, sculpté dans une roche monolithique et peut-être enseveli dans le sable, a résisté. Environ 8000 ans plus tard, sous le règne des pharaons de la 4e dynastie, les autres structures ont été restaurées. Il est également possible que le Sphinx ait fait l'objet de restauration. Schoch suggère qu'à l'origine, il représentait un lion. L'ajout d'une tête humaine, celle du pharaon Khafre, aurait eu lieu pendant son règne. La cause la plus probable de l'érosion importante est un ensemble de facteurs, principalement l'érosion chimique, possiblement due à des pluies riches en composés corrosifs. Les fortes pluies pourraient également avoir joué un rôle, bien que, selon de nombreux climatologues, la période de fortes pluies ait duré jusqu'en 2300 avant notre ère. Leur arrêt aurait pu être soudain, coïncidant avec un changement climatique radical dans tout le bassin méditerranéen et le Proche-Orient. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.